oyo bomoko ya mboka. Toza na système ya digital momo. Bomoko ya mboka oyo. Bomoko ya mboka. 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 Albert Moleka, bonjour. Bonjour Peter. Le très pondéré, l'une des éminences grises de notre pays. Vous êtes l'invité du Vrai Journal. C'est un dialogue sur les questions de l'heure. Question d'entrée. Les Congolais ont beaucoup cru au changement dans ce pays. Certains même ont donné de leur vie pour ce changement. Une année après, le fils de celui avec qui vous avez travaillé pendant longtemps, Etienne Tshisekedi, au pouvoir, beaucoup ont cru. Mais lorsque je sillonne le rue de Kinshasa aujourd'hui, le désespoir est présent. L'espoir s'est envolé. La douleur fait mal. Les Congolais ne savent à quel sens se vouer. Comment vous analysez cette situation? Tout d'abord, je pense que nous les Congolais, nous avions aussi un problème avec l'interprétation du changement, la définition même du changement. Et je pense que s'il y a une partie importante de l'œuvre d'Etienne Tshisekedi qui est restée un peu inachevée, c'est l'enseignement et l'explication claire aux Congolais de ce qu'est le changement, de ce que signifie le changement et de ce que requiert le changement. Vous savez, le changement politique, ce n'est pas seulement un changement de président. C'est ça, nous en avons la preuve. Nous avons un changement de président, mais on a l'impression que le système reste le même. Pour les Congolais, le changement serait qu'ils aient de l'eau qu'ils n'avaient pas avant, de l'électricité qu'ils n'avaient pas avant. En fait, le changement pour le Congolais, la première étape, je dirais, du changement pour le Congolais, c'est d'abord de revenir à une vie normale, être reconsidéré comme un être humain. Je vais vous donner quelques exemples tout à fait élémentaires. Nous, lorsque nous grandissions, nous buvions l'eau de la pompe, du robinet, sans crainte d'être malade. Non, on n'en avait pas besoin. Si déjà on pouvait revenir au niveau de l'hygiène, la qualité de l'hygiène, à ce niveau-là, ça serait déjà un changement. Lorsque nous allions à l'école primaire à l'Athénée de Kalina, à l'Athénée de la Gombe aujourd'hui, nous allions en bus scolaire, comme cela se fait en Europe. Si nous pouvions déjà revenir à ce niveau-là, ça serait déjà un changement. Fin des années 60, nous avons eu dans ce pays une monnaie, le Zaïre, qui était convertible, qui constituait même la 7e monnaie de réserve dans le monde. Si nous pouvions revenir déjà à ce niveau-là, ça serait un changement. Nous sommes sur une voie où on est en train de nous écarter davantage aujourd'hui avec Félix Tshisekedi, que vous connaissez d'ailleurs bien. Non, mais je pense que Félix Tshisekedi, c'est un homme comme tout le monde. Il a les qualités, défauts, mais il a aussi ses limites. Et puis il y a un cadre, un environnement politique dans lequel il évolue, qui, c'est vrai, n'est pas un environnement facile. Mais le propre de l'homme politique, c'est de faire ses propres choix et de les assumer. Vous ne pouvez pas l'aider, vous, en mémoire de son feu père avec qui vous avez travaillé, vous étiez directeur de cabinet. Nous disons toujours que nous sommes toujours prêts à aider ceux qui travaillent pour le Congo. Mais on ne s'impose pas non plus. On ne s'impose pas non plus, mais nous avons toujours été prêts, disposés à travailler, à collaborer, surtout sur des sujets bien déterminés. L'échec de Félix Tshisekedi ne serait pas l'échec de tous ceux qui ont travaillé avec son père, et de l'UDPS d'ailleurs? Non, tout au plus, ça pourrait être l'échec de ceux qui l'ont suivi dans son choix politique de cette coalition avec Joseph Kabila, et de son choix par rapport à la gestion de ce processus électoral qui était vicié depuis le début et depuis 2006. Son jour pose problème. Aujourd'hui, on parle des arrestations. Le DG de Safrika, c'est au Jol, à Makala. Votre réaction?
Ma réaction, je dis, bon, j'encourage la justice à aller jusqu'au fond de l'affaire. Ce que je crains, c'est que, comme nous avons été habitués depuis longtemps, pour certains, coffrer David Blattner, c'est une fin en soi. Pour moi, ce n'est pas une fin en soi. Il faut encore prouver s'il est coupable, et coupable de quoi, et est-il seul? Vous savez, c'est une histoire de gros sous. Une histoire de gros sous. Ce chiffre en termes de millions de dollars? En termes de millions de dollars, écoutez, selon nos informations, le grand projet des 100 jours se chiffrait quand même à plus ou moins 450 millions de dollars. Et à l'époque déjà, les rumeurs concernant les commissions parlaient de 15%. C'est beaucoup d'argent. Bon, je crois qu'offrir David Blattner, bon, c'est une chose, c'est la procédure qui était suivie par le parquet, mais est-ce que la justice va aller jusqu'au fond? Moi, j'ai confiance au ministre de la Justice, Maître Célestin Tounda, que je connais personnellement, qui a d'ailleurs été mon avocat à l'entrée de l'AFDEL. Ah bon? Oui, à l'entrée de l'AFDEL, c'est quelqu'un... On dit que c'est un homme quand même méticuleux. Il est méticuleux, il est droit. Il est droit. Il est droit. Mais il est du FCC, là-bas c'est compliqué quand non, c'est-à-dire, vous savez, il n'est pas... Moi je ne considère plus les gens FCC ou CAF ou quoi. Je considère la coalition, puisqu'ils nous ont parlé. Mais ils sont ensemble. Coalition, ça veut dire qu'ils sont ensemble. Maintenant, est-ce que la coalition soutiendra le ministre de la Justice à fond pour aller jusqu'au fin fond de cette histoire? C'est quelque chose qui reste à démontrer, et je crois que c'est... Le monde nous observe là-dessus, c'est comme pour les 15 millions. Le monde nous observe. Imaginez-vous le dossier de 15 millions. J'étais en tournée en Europe et aux États-Unis au mois d'octobre-novembre, et là j'apprends que nous les Congolais, qu'est-ce qui se passe avec les 15 millions, c'est quoi ce dossier des 15 millions? Mais lors de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre, quelques envoyés spéciaux pour les Grands Lacs, moi je sais particulièrement pour 3 pays occidentaux, ont reçu un petit cadeau un soir dans leur chambre. Le petit cadeau, l'emballage, en l'ouvrant, c'était quoi? C'était le rapport sur l'affaire des 15 millions. Ah bon? Alors que nous, les Congolais, nous attendons. C'est ça un peu le malheur, le malheur pour nous. Est-ce qu'il n'y a pas à craindre que la situation du Congolais ne change pas avec cette manière de faire? Vital est pointé du doigt, votre ami. Hein, si cette manière persiste, bon, adieu au changement, adieu au changement. Quant à mon jeune frère Vital, je pense que c'est un politicien assez expérimenté et assez introduit de tous les côtés pour savoir exactement ce qui se passe. C'est un homme actif dans le système qui nous dirige. Ça brouille aujourd'hui entre UNC et UDPS, hein? Oui, mais c'est pas nouveau. On appelle la démission de Vital. C'est pas nouveau, ça. Entre l'UDPS et l'UNC, j'ai rarement connu des périodes d'amour, sauf un peu en 2018, vers la fin. Et évidemment dans la co-gestion de cette coalition et de la politique actuelle. Mais encore une fois, je crois que ce n'est pas une personne qu'il faut pointer du doigt. Cette personne... On va faire porter le chapeau seulement à Vital. Cette personne est un acteur très important d'un système qui nous dirige en coalition. Moi, personnellement, donc je dis à titre personnel, on doit encore me prouver l'implication de Vital Kamerhe. Et s'il est impliqué, à quel niveau serait-il impliqué? Est-il initiateur d'un système de commission ou de rétrocommission, comme on dit en lingala? S'il est Sokalia qui est mon co,
Je crois qu'il reste encore à prouver les responsabilités des uns et des autres. Comme la machine judiciaire est en marche, voyons jusqu'où elle pourra aller. Et si elle pourra réellement faire son travail comme elle est capable de le faire. Nous avons des très bons inspecteurs, nous avons des très bons magistrats, qu'on les encourage et qu'on leur donne l'environnement propice à faire leur travail. Pendant ce temps, le professeur refuse de reprendre le chemin de l'université pour enseigner les étudiants, prévu pour la fin du mois de février. Situation salariale, pendant ce temps, hausse des frais académiques, on réflexionne à l'uniquité, on a chassé tout le monde. Ça ne risque pas de péter dans les jours qui viennent. Vous savez, j'ai l'habitude de dire le véritable opposant ou la véritable opposition dans ce pays, c'est la situation sociale. Parce que les opposants politiques, bon, vous voyez dans notre pays, l'opposant politique, aujourd'hui il est sur telle rive, demain il traverse, il est sur l'autre rive, selon ses intérêts et selon ce que ça peut lui rapporter, mais la situation sociale, la condition sociale du Congolais reste une opposition, c'est la véritable opposition radicale au système politique auquel nous avons été soumis depuis plusieurs décennies. C'est difficile. Et c'est une opposition qui n'a pas besoin de leader. Est-ce que ce problème est difficilement résolvable? C'est difficile pour donner de l'eau ou de l'électricité. C'est difficile pour donner le pain en Congolais. On n'a pas de moyens dans ce pays pour que le Congolais ait le minimum vital. Où vous êtes politique. Des fois, les gens se perdent un peu. C'est quoi? Soit c'est nous qui ne sommes pas intelligents, ou soit c'est ceux qui nous dirigent qui sont de mauvaise foi. Comment expliquer que notre pays, on peut être incapable de subvenir aux besoins de la nation? Peter, personnellement, je ne pense pas que ce soit difficile. Puisque c'est une obligation. C'est une obligation légale, c'est une obligation humaine, c'est une obligation morale de faire en sorte de contribuer au bien-être de son prochain. Parce qu'en fait, si nous réfléchissons bien, si vous dirigez un pays et que dans votre pays, les gens ne mangent pas à leur faim, les gens ont difficile à trouver du travail, surtout les jeunes, vous ne savez pas assumer une bonne santé à la population, qu'est-ce que vous faites là au pouvoir? Puisqu'en fait, ce sont les obligations les plus élémentaires. Mais n'oublions pas une chose, c'est que chaque politicien, chaque dirigeant est un être humain et il a un cœur. Vous savez, comme dit la Bible, le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Qui le connaît? Seul Dieu le connaît. Donc on en revient toujours non seulement au système de gouvernance, mais à la moralité, à la spiritualité, à la compétence et à la volonté politique d'un acteur politique. Ajouter à cela, quand c'est des occultistes qui vous dirigent, c'est compliqué. Vous savez, même si c'est des occultistes qui, je ne dirais pas que tous sont occultistes. Hein, je pense, je crois, je sais, il y a quand même parmi nos dirigeants des véritables enfants de Dieu qui ont cette moralité, qui ont cette spiritualité. D'accord. Bon, il y a que Félix que je sais qui était à Philadelphie, les autres, surtout du FCC, il faut vérifier. Bon, on va prendre d'autres aspects. Alors, je vois tous vont à l'église. Nous sommes en train de chuter. Le plan de trésorerie, tous les générales, pour le budget, on parle d'un redressement jusqu'à environ 5-6 milliards et que le budget serait réduit à la baisse. Votre réaction? Non, le problème, ce n'est pas que le budget est réduit à la baisse ou soit réduit à la baisse. Le ministre des Finances, en tant que responsable, intellectuel, responsable et connaissant comment le système fonctionne, surtout une fois que vous entrez en programme avec le Fonds monétaire,
Il a donc publié un plan de trésorerie. Le plan de trésorerie, ça c'est le réalisme. Le budget, donc ce budget qu'on voit de 11 milliards là, le budget c'est un souhait. On n'aura que 5 milliards. Le budget c'est un souhait, mais ce que le ministre des Finances dit, c'est que voilà, d'une manière pratique, voilà sur quoi nous pouvons nous baser. Le reste, bon, travaillons, prions, tout ça, si ça vient... Donc c'est un budget farfelu alors? Quand on parle du réalisme, la réaction... les 11 milliards là... La réaction du Fonds monétaire, lui-même, lorsque ce budget a été voté, c'était quoi? C'était que ce budget n'est pas réaliste. C'est bien de se donner comme objectif de réaliser les 11 milliards de dollars, mais regardez vos capacités actuelles. Êtes-vous en mesure de générer 11 milliards de dollars en une année? La réponse du Fonds monétaire, j'en doutais. Et je pense que le ministre des Finances a pris ses responsabilités, a montré qu'il est non seulement réaliste, mais que il ne veut pas après qu'on dise qu'il a raconté des bobards. Un mot, Moukébaï, j'ai jamais vu la Cour constitutionnelle rend un arrêt bloqué par la Cour d'appel de la Gombe. Personnellement, je ne suis pas étonné. Vous savez, dans ce genre de choses, dans le cas de certains prisonniers, ce n'est pas facile du tout. Vous êtes aumônier de prison, sortir de prison. En tant qu'aumônier, j'ai déjà vécu un exemple où le prisonnier est en train de sortir de la prison, arrivé à la dernière porte, on dit, ah non, on a eu un coup de fil, tu rentres. Oui. Ah, c'est déjà arrivé. Dans le cas de Mike, Mike Moukébaï d'abord a toujours été un dérangeur. Mike Moukébaï a toujours été un dérangeur. Un enfant turbulent. Un enfant turbulent. Parce que dérangeur, c'est comme Salingaga ou déranger bateau. Non. Les thèmes dont il s'approprie et sa personnalité, vous connaissez Mike aussi bien que moi, Mike qui se donne à 100% ou à 0%. Une fois qu'il se donne dans une cause... Il est engagé à fond. Il est engagé à fond. Et je pense que quand on regarde cette affaire au fond, Mike a touché quelque part où... Il a fait mal. Il y a des gros intérêts. Il y a les intérêts de ceux, je ne vais même pas dire ceux qui dirigent le Congo, mais ceux qui tirent les ficelles. Les détenteurs du pouvoir au Congo. Voilà. Et c'est là où Mike a touché. Et ces gens-là n'aiment pas être ridiculisés. Ils n'aiment pas être freinés, puisqu'ils sont supposés être les plus forts dans ce pays. Et ce ne sont même pas des Congolais. C'est ça qui est malheureux. Ce ne sont pas des Congolais. Ce ne sont même pas des Congolais. Ce sont des Indiens, des Libanais. Je crois que Mike en est conscient. Et surtout que ça brasse des millions dans la ville de Kinshasa. Hein. Ce que je pense, ce que j'aime chez Mike, c'est qu'il n'a pas peur. C'est un journaliste, un ancien journaliste, mais qui a vaincu la peur. Très engagé. Très engagé et qui risque très souvent sa vie. Mais qui préfère, et ça je l'ai découvert le jour où j'ai pu assister à une de ces audiences auprès du feu président Etienne Tshisekedi. Je n'ai jamais vu quelqu'un parler à Etienne Tshisekedi de manière si claire, d'une manière un peu dérangeante, parce que Etienne Tshisekedi, tout le monde le vénère. Et cette vénération va jusque lorsque vous lui parlez, vous essayez de tenir un langage. Mike a été... Non, lui, il était clair, net, je dirais même un peu de temps en temps violent. Violent. Mais l'avantage aussi, c'est que Etienne Tshisekedi le connaissait. Avec Mike Moukébaï, ce n'est pas quelqu'un qui va venir vous brosser. Malheureusement, aujourd'hui, le régime de l'état de droit le maintient en prison.
contre les arrêts même. L'état de droit est un objectif. L'état de droit n'est pas... Mais avec Félix, beaucoup pensaient quand même que ça devait... Voilà. Non, l'état de droit n'est pas un adjectif, c'est un objectif. C'est un objectif pour tous. Ce n'est pas un adjectif. Un processus. Nous avons combattu, nous continuons à combattre pour l'état de droit, mais cela ne veut pas dire que Peter Tchani c'est l'état de droit, Albert Moleka c'est l'état de droit. Non, nous combattons pour atteindre cet état de droit. De sorte qu'en fin de compte, c'est la société congolaise, l'État, la nation congolaise, qui va elle-même personnifier cet état de droit. Nous ne sommes pas encore arrivés, malheureusement les gens sont morts. Dernière question, c'est demain que nous allons célébrer, rendre hommage à un de nôtres qui nous a quitté, Rossi Mukendi Chimanga, justement pour cette question de l'état de droit. Dans quel esprit, dans quel contexte? Un regret que les gens soient tués, mais pour qu'aujourd'hui après, qu'on n'ait pas atteint cet objectif. Dans quel état d'esprit même la famille de Rossi va dire que leur enfant s'est sacrifié? Nous, ses amis qui étions avec lui, moi j'étais avec lui 2 semaines avant sa mort. Dans quel esprit? Du gâchis. Quel courage pour ceux qui restent pour emboîter les pas à d'autres héros? Et Peter, je n'ai pas connu personnellement Rossi. J'ai connu personnellement pendant quelques jours à l'île de Gorée, par exemple, quelqu'un comme Luc Kouloula. Mais tout d'abord, la vie est sacrée. Et c'est ce que dit même notre Constitution. La Bible nous enseigne que vous ne pouvez pas toucher à la vie de quelqu'un. Vous n'avez pas ce droit. Vous n'avez pas ce droit. Et lorsque surtout des jeunes acceptent en fait de sacrifier leur vie pour ce que nous appelons souvent le combat, mais ce n'est pas pour le combat de leur parti, ce n'est pas pour le combat de leur famille ou de leur ménage, mais pour le combat des Congolais. Donc c'est ces morts que moi je qualifierais toujours d'inutiles. On ne doit pas, pourquoi un jeune doit-il aller jusqu'au sacrifice suprême pour qu'une population, y compris lui-même, il fait partie de cette population. Donc d'abord le combat c'est pour nous-mêmes, c'est pour nos propres droits. Mais pourquoi un jeune doit-il aller jusqu'à la mort pour des choses qui sont banales dans certains pays et pour des droits qui sont élémentaires? C'est pour ça que toutes ces personnes-là, personnes qui se sont eux-mêmes considérées comme des sacrifices pour ce combat, ces personnes, on ne doit pas les oublier. Moi, je dirais même que c'est des personnages qui devront faire partie de l'enseignement de l'histoire du Congo, tout comme les Lumumba, tout comme d'autres. Il y en a des milliers au Congo qui se sont sacrifiés, des centaines de milliers. D'autres ont été tués, assassinés, sans même porter un combat. Ce sont des millions de Congolais qui ont été tués, assassinés, violés depuis 1996. Pour eux aussi, nous devons toujours nous souvenir de ce qu'ils ont accompli. Et savoir que la leçon, en fait, Peter, que les Rossi et autres nous donnent, c'est qu'un véritable Congolais doit être prêt à mourir pour son pays, pas seulement le militaire. Si ta cause, c'est avoir un Congo meilleur demain, la situation de notre pays et la nature même de notre pays fait que si tu veux vraiment agir, tu dois être prêt à mourir pour ça. Ce n'est pas toi qui vas choisir cette mort, mais tu dois être conscient que dans mon cheminement pour le bien de mon pays, à tout moment, je peux être fauché par une mort non désirée. De toute façon, l'avenir est le domaine de Dieu. Hein? L'avenir est le domaine de Dieu, mais Dieu se sert des hommes pour forger cet avenir. Et c'est là où nous devons
être prêt. Il y a beaucoup de jeunes qui sont prêts, qui continuent à s'organiser. Nul ne peut échapper à son propre destin. Nul ne peut échapper à son propre destin. Et puis chaque génération doit trouver sa mission. Hein. Chaque génération doit trouver sa mission. Chaque génération doit avoir aussi ses héros, hein, qui l'inspirent, qui puissent l'inspirer et qui puissent lui servir de modèle. Parce que, vous savez, un Rossi est parti, un Luc est parti, notre sœur, Thérèse Kapangala est partie, mais vous savez, comme on dit, on tue les hommes, mais on ne tue pas les idées. On ne tue jamais les idées. Et la Bible nous enseigne qu'il faut que le grain meure en terre pour qu'il produise un arbre, une plante, un arbre fruitier. Il faut que la graine meure pour qu'elle puisse germer. Merci Albert Moleka. Question people. Pour ou contre le concert de Fally? Ça bouge avec la diaspora, les uns veulent qu'il joue, les autres pas. Oui, d'ailleurs, je ne comprends pas très bien qu'il y ait encore ce problème en ce qui concerne Fally. Mais je me souviens, nous avions voyagé, nous avons fait un voyage ensemble, un vol ensemble, de Paris à Keene, en mars 2018, avec Fally. D'ailleurs, la députée, la maman Henriette Ouamou était là aussi. Et il y avait beaucoup de frères de la diaspora et on a discuté de ce sujet, le concernant lui particulièrement. Donc peut-être qu'il y a certaines choses que lui ou son entourage ou son management n'ont pas fait pour régler ce problème, si problème réel il y a. Fally, c'est un performer, c'est un artiste, c'est son travail, c'est à partir de ça qu'il vit, qu'il fait vivre sa famille. S'il est politiquement engagé, ça c'est sa vie privée, sa vie personnelle. L'interdire de jouer, moi je n'encouragerais pas à interdire à Fally Ipupa personnellement de jouer. Je pense qu'on devrait peut-être le laisser jouer et voir le message de son spectacle. Et à partir de là, alors... On peut voir les gens habillés... Et à partir de là, alors, s'il y a... Bomoko ya mboka. Nous avons un système digital momo. Bomoko ya mboko yo. Bomoko ya mboka. 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 Bomoko ya mboka.